Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Bonjour, je suis Florentine Ventil, je suis Equi-coach et j'aide les passionnés du monde de la médiation équine et les cavaliers à créer une relation complice avec leur cheval pour savoir communiquer pleinement avec lui. Je forme à l'univers du langage du cheval et à l'écologie relationnelle avec lui et par extension à notre monde. Je suis également formatrice pour les personnes qui souhaitent devenir professionnelles de l'accompagnement facilité par le cheval, donc Equi-coach, et auteur d'un livre qui s'intitule Révéler votre leadership avec l'Equi-coaching, livre qui est paru aux éditions Edipro. J'accompagne également les femmes qui pensent devoir renoncer à leurs envies pour qu'elles retrouvent ce qui leur tient vraiment à cœur. C'est dans ce cadre que depuis 2020, je propose des interviews de personnes inspirantes de par leur personnalité, leur vie, leur choix de vie, leur parcours et leur centre d'intérêt. Parce que le coaching est pour moi un merveilleux accès à la liberté d'être, je me suis inscrite il y a maintenant 2 ans au coaching du cœur. Cette association a été créée à l'initiative d'Éric Chabot par une dizaine de coachs en 2020, en pleine crise sanitaire, pour permettre à des personnes qui n'en avaient pas les moyens de bénéficier d'un coaching solidaire. Toute personne ayant un revenu modeste, moins de 1 700 € nets par mois, peut bénéficier de l'accompagnement d'un coach professionnel certifié. C'est dans ce cadre que j'ai fait la connaissance de mon invitée qui fait elle-même partie des coachings du cœur. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christelle Charlier. Bonjour Christelle, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Florentine. Alors, tu vis dans le Loir-et-Cher, tu es coach en deep coaching, spécialisée en intelligence émotionnelle et podcasteuse passionnée, créatrice du podcast La Voix du Manfoutisme. C'est donc ta vie actuelle, mais avant d'en arriver là, si on remonte le temps, tu es parisienne d'origine et ta vie professionnelle a démarré bien autrement. Et comme souvent, la vie privée se mêle à nos choix. Je veux dire par là que tu as débuté dans la vie en étant plutôt en état de survie, ce qui t'a obligé à prendre un chemin qui n'était peut-être pas forcément le plus judicieux puisque tu as démarré comme commercial. Es-tu d'accord de nous partager tes débuts? Elle est très intéressante, ton introduction. Merci Florentine. Je suis partie prématurément de chez mes parents parce que je m'entendais pas du tout avec eux, que je vivais dans un environnement qui me faisait peur, hein. Je fais partie de ce qu'on appelle les enfants qui ont été traumatisés pendant leur enfance. Et donc, je suis partie de manière prématurée de chez mes parents. Et donc, j'ai commencé mon activité professionnelle en tant que commerciale. Ce qui me va pas du tout, hein. Je n'ai jamais été très, très douée pour cette activité. Je suis douée pour créer du lien, pour comprendre qui sont les autres et savoir comment on peut bosser ensemble. C'est pour ça qu'après, je suis retournée sur les bancs de l'école. J'ai passé mon bac en candidat libre. Et après, je suis allée me former, d'abord un bac plus 2, puis jusqu'au master en informatique, c'est-à-dire spécialisée dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. On est très loin du coaching. Ah oui, oui, c'est carrément aux antipodes. Mais tu vois, en pensant à cette interview, je me suis rappelé quels étaient mes premiers amours et il y avait deux sujets qui m'intéressaient vraiment au départ. C'était la biologie moléculaire, parce que l'infiniment petit, pour moi, a été relevé d'une forme de miracle, ne serait-ce que comment on arrive à faire un bébé avec la rencontre d'un ovule et d'un spermatozoïde. C'est tellement improbable qu'il y avait quelque chose de fascinant vis-à-vis
du fonctionnement de la vie. Donc, j'avais envie d'explorer cette voie. Et de l'autre, il y avait la psychologie. J'avais très, très envie de me former à ce sujet, notamment parce que, intuitivement, je sentais qu'il fallait que je m'explore. Mais à l'époque, c'était pas possible vis-à-vis comment dire, il fallait suivre un parcours très, très, très long. Et quand je suis partie de chez mes parents, c'était plus forcément d'actualité de faire ce parcours-là. J'avais besoin de quelque chose de beaucoup plus fonctionnel et de rapide à intégrer. OK, et c'est ce qui t'a amené finalement à l'informatique? Oui, puis parce que j'ai voulu, comment dire, plaire à ma famille, qui considérait que travailler dans ce genre de domaine, ça avait de la valeur. Alors qu'en fait, moi, j'aurais dû être écrivaine pour tout te dire. J'ai toujours aimé écrire, mais on m'a toujours dit, tu verras, tu gagneras pas ta vie, ça fonctionnera pas, ne fais pas ça. Enfin bref, ça, c'est assez classique. On a tous entendu ce genre de choses quand on a parlé de nos rêves à nos parents qui, malgré leurs bonnes intentions, nous ont coupé les ailes. OK, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite, après cette, orientation vers l'informatique? J'ai intégré le groupe PSA Peugeot Citroën, qui est aujourd'hui devenu le groupe Stellantis, dans lequel j'ai travaillé une bonne dizaine d'années. J'ai commencé en tant que développeuse orientée objet Java J2E, puis chef de projet technique, informatique, pardon, puis chef de projet utilisateur, directrice de projet. Je suis partie bosser en Espagne, donc je me suis expatriée, j'ai managé. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, c'était intéressant. J'ai appris à travailler en équipe avec les gens et j'ai adoré ça. C'était vraiment passionnant. Mais ça s'est fini quand même en burn-out. Parce que je ne savais pas dire non et que j'essayais de donner du sens à ma vie à travers mon travail, alors qu'en fait, aujourd'hui, je sais que le sens à la vie, c'est avant tout ce qu'on choisit de faire, de se réaliser, d'écouter qui on est à l'intérieur. Mmh. Et effectivement, en fait, 34 des salariés font un burn-out à l'heure actuelle, soit près de 2,5 millions de Français. C'est quand même pas rien, et donc comme tu le dis, tu as fait partie de ceux-là. Aujourd'hui, avec le recul, tu dis que c'est un cadeau souvent. Comment as-tu identifié que tu étais en burn-out et quel était le cadeau caché derrière cette prise de conscience? Le burn-out, je l'ai entendu quand il m'est tombé dessus, parce qu'en fait, j'étais devenue totalement insomniaque depuis 1 an et demi. J'étais agressive, j'étais sur les nerfs, plus de relation avec les autres. Un matin, je me suis levée, j'ai pris le train pour aller au boulot et j'ai senti mon plexus solaire se contracter, avoir du mal à respirer, envie de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et je suis allée à l'infirmerie de l'entreprise et je me suis totalement effondrée. Et après, j'ai pleuré pendant 6 mois. Mmh. Ah, c'était un beau, hein. J'ai fait la totale, j'ai mis 5 ans à m'en remettre. Tu vois, j'en parle là, ça m'émeut d'en parler aujourd'hui. C'est un gros truc quand même. Alors oui, c'est un cadeau parce que ça m'a obligée à écouter mon corps, ça m'a obligée à écouter ce qui se passait à l'intérieur. Alors, si j'avais pu passer par autre chose pour comprendre ce message-là, ça aurait été super, parce que ça a été très, très douloureux à vivre comme expérience. C'est une kinésiologue qui m'a aidée à apprendre à écouter mon corps, à écouter les messages qu'il avait à me passer. Et en fait, j'adhère totalement aujourd'hui à l'idée que le corps et l'esprit fonctionnent totalement en binôme. Quand l'un se met à dysfonctionner, l'autre va dysfonctionner assez rapidement. Et quand on écoute, on peut ramener tout cela à l'équilibre assez vite, quand on apprend à se connaître et à savoir ce qui fonctionne pour soi. Donc oui, c'est un cadeau parce que sinon j'aurais continué toute ma vie à refuser d'affronter la vérité qui m'habitait, c'est que j'étais en souffrance et qu'il fallait que je travaille ça, quoi. Mmh. OK. C'était ça qu'il fallait travailler profondément. Et comment est-ce que tu t'es fait accompagner pour, sortir de là? Alors le burn-out, j'ai commencé avec un psychiatre, hein, puisqu'il me fallait un des arrêts de travail et puis il fallait me mettre sous antidépresseurs parce que je me suis retrouvée agoraphobe, dépressive en plus en cadeau en même temps. Donc j'étais vraiment pas bien avec des symptômes physiques. J'avais plus mes règles, qui sont d'ailleurs jamais revenues, même avant la ménopause, elles sont pas revenues du tout. Donc j'allais vraiment pas bien et je suis vraiment émue parce que tu vois, là, j'ai oublié ta question. Je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça et en fait, je crois que c'est important. Donc vas-y, tu peux poser la question. Excuse-moi, Florentine.
Je te demandais comment, est-ce que tu t'es fait accompagner pour, pouvoir sortir de ton burn-out? Alors, il y a eu donc ce psychiatre, mais bon, une séance d'une demi-heure toutes les semaines, ça m'a pas du tout aidé. Et puis, il n'a pas vu qu'il y avait autre chose dessous, qu'il y avait un trauma. Alors, pour tout ce que j'ai pu lire, c'est pas si facile que ça à diagnostiquer. Alors, je suis allée voir d'autres professionnels, des psychologues, par exemple. Mais à part un qui me posait les bonnes questions, les autres, ça fonctionnait pas. Et puis, ce psychologue, il avait un peu tendance à m'engueuler quand je lui donnais pas les réponses, peut-être qu'il attendait. Enfin, c'était, très étrange. J'ai arrêté de me faire accompagner, mais j'arrivais pas à retravailler. À chaque fois que je repensais à l'idée d'aller dans une entreprise, je faisais une crise d'angoisse. Mmh. Donc si tu veux, c'était pas possible de de me réinvestir dans le travail. Et puis une amie m'a parlé d'une kinésiologue et je me suis dit: «Bah, c'est une technique parallèle, j'y connais rien, qu'est-ce que j'ai à perdre? Tente». Et effectivement, ça a été la bonne personne pour m'aider à me réparer. Mais je suis allée la voir toutes les semaines pendant 3 ans, hein. J'avais besoin d'elle, notamment parce que je ressentais une souffrance intérieure, que je ne m'expliquais pas, que je n'arrivais pas à soulager. D'accord. J'arrivais pas à comprendre ce qu'elle voulait me dire et quand j'allais la voir pendant 3 jours, j'étais en paix. Donc toutes les semaines, j'y suis allée et puis progressivement, j'ai retrouvé, mon chemin et j'ai retrouvé, je dirais ma force et ma volonté. La kinésiologie, c'est vraiment la voix du corps, en fait. Mais je ne le savais pas et je ne savais pas que quand on a vécu un trauma, écouter son corps, apprendre à le détendre, et cetera, c'est fondamental pour pouvoir accéder à ce qui se passe à l'intérieur. Parce que le corps est tellement contracté, parce qu'en fait, on est en situation de, comment on appelle ça? En situation d'avoir peur qu'il se passe un événement, violent. Oui. Donc en fait, le corps est tout le temps en éveil, il est en surstimulation comme le cerveau. Mmh. Donc on s'en rend pas compte. C'est quand j'ai réussi à détendre ce corps que je me suis rendu compte dans quel état il était. Oui. En préparant l'interview, j'ai entendu aussi que tu avais, exploré la voie de la pleine conscience et que tu étais, méditante et que par là, en fait, ça t'a ouvert des portes vers l'invisible et une, forme de spiritualité. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Bah, le psychiatre que j'allais voir, il m'a dit un jour, «Peut-être que la méditation pourrait vous aider». Donc moi, j'ai écrit à Christophe André et je j'étais complètement éligible parce qu'en fait, j'avais fait encore une dépression, quelques années avant de faire mon burn-out et donc en fait, une personne qui a fait une dépression a, 50 d'en refaire une deuxième. Une personne qui en a fait 2 a, le risque d'en faire, à nouveau à hauteur de 80. Et en fait, après, c'est un espèce d'engrenage où en fait, tu es en situation dépressive quasiment tout le temps. Donc j'ai pu bénéficier de l'accompagnement au sein de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, de 8 semaines d'accompagnement pour apprendre à méditer. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai eus, avec le fait que je me suis mise à la pratique du hatha yoga, parce que ça a aidé mon corps à se détendre, ça a aidé mon esprit à m'apaiser. Et la méditation, enfin, je ne peux plus vivre sans, ni le hatha yoga. Ce sont mes 2 points d'équilibre aujourd'hui. Mais c'est marrant parce que, j'ai appris à méditer avec Christophe André en 2013, mais bon, je me trouvais plein d'excuses. J'ai procrastiné, pendant plusieurs années, j'ai médité de manière dilettante et puis en 2016, j'ai commencé à rentrer, beaucoup plus en profondeur dans des méditations. Alors toujours occasionnelles, mais elles étaient plus longues et il se passait des choses avec mon corps, avec mon esprit et j'ai commencé à voir des choses qui n'auraient pas dû être là pendant les méditations. Ça, c'est un des premiers contacts que j'ai eu avec cet invisible et l'anecdote est intéressante, c'est qu'en fait, j'ai vu un fœtus doré un jour D'accord, et je sais que c'était pas moi qui étais enceinte et j'ai tout de suite su que ça concernait une amie, qui essayait d'avoir un bébé et je l'appelle tout de suite. Tu vois, le hasard, ça n'existe absolument pas. Elle sortait de chez la gynéco qui lui disait que l'insémination artificielle qu'elle avait faite, avait fonctionné, mais qu'elle pensait qu'elle ne garderait pas le bébé et moi je lui dis: «Je suis désolée, mais dans mes tripes, je sens que qu'elle se trompe, la gynéco». Tu sais, tu le dis avec, tu vas vraiment,
à pas, mesurer parce que tu veux pas lui donner de faux espoirs, mais tu sens que tu le sais, tu Ouais, auras une superbe petite fille. Ça sort tout seul. bien sûr. J'ai pas l'information dans ma conscience. Elle sort. Elle a eu une petite fille d'ailleurs, hein. Alors je sais bien, c'est une chance sur 2, mais c'est un de mes premiers contacts avec cette notion de spiritualité. Et donc, à partir de 2016, je commence à vivre des choses qui sont pas forcément, censées exister. Moi qui viens d'une famille dont le Dieu, c'est la science de la preuve, c'est un véritable chamboulement, hein. J'oppose une résistance farouche à cet événement, à ces événements qui se produisent, dont certains qui sont assez difficiles et même, dangereux, pour ma vie. Parce que l'invisible, c'est pas le monde des bisounours, hein. J'en parle plus librement dans l'interview de Juliette Dargan dans Rencontres surnaturelles, qui est sortie le 30 novembre dernier. Et donc, bah, je commence à voir que j'ai une hypersensibilité, spirituelle à ce genre, de choses et que, je peux, rentrer en contact avec cet invisible. Et en fait, ça va beaucoup m'aider, dans mon cheminement. Parce qu'en fait, je comprends en 2018 que j'ai le pouvoir de guérir, de la souffrance qui m'habite. Je peux pas l'expliquer, j'ai cette espèce de certitude qui m'habite, accompagnée d'une phrase de Mark Twain que j'aime beaucoup qui est, j'utilise d'ailleurs beaucoup dans mes communications, qui est, «Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait». Ouais, c'était une belle phrase. Ouais, elle est super parce qu'en fait, j'ai tout mon système de croyances, sur la réalité qui est en train de s'effondrer depuis 2 ans avec, ce que je suis en train de découvrir avec cet invisible. Et je comprends qu'il y a en moi une force que je n'imagine pas. Mmh. Et donc à partir de là, je deviens vraiment méditante d'ailleurs, à ce moment-là, en 2018. Ma pratique du yoga, s'intensifie, mais c'est pas des actes volontaires, c'est des actes qui se font de manière très, très naturelle. D'accord. Et tu as un début, on va dire, d'initiation à cet invisible qui, en fait, est en interaction permanente avec nous. Moi, j'aime beaucoup, c'est Philippe Guillemont, l'ingénieur physicien qui en parle de tout cela, qui met des mots beaucoup plus scientifiques, moins ésotériques que ce que je suis en train de faire, mais mais qui parle aussi de ces interactions où, finalement, la conscience interagit avec autre chose et qui va permettre d'apporter des transformations significatives dans nos vies. Donc si tu veux, moi, j'ai vraiment un cheminement très profond qui s'est produit à ce moment-là, qui était pas prévu, mais qui a, déterminé celle que je suis aujourd'hui et celle que je serai demain. Je ne sais pas, on verra. Et donc, c'est quoi pour toi la spiritualité? Si tu devais donner une définition, c'est ce que tu viens de dire, c'est cet échange de la conscience avec, heu, le grand tout, Dieu, Allah, Jéhovah. Alors moi, je suis, sans appartenance, religieuse, D'accord, même si, je me suis rendu compte qu'il fallait par moments avoir des représentations pour s'aider dans le cheminement. Donc moi, ça sera plutôt, Bouddha. Tu as aussi Ganesha qui se trimballe chez moi, mais tu as aussi des représentations de Marie ou de Jésus de Nazareth, plus exactement, parce que je 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 n'emploie pas les termes de Vierge Marie ou de Jésus-Christ. C'est pas du tout, ça n'a pas de sens à mes yeux. Le cheminement, ça a été de découvrir quelle était ma spiritualité et qui, en fait, tourner sur l'idée qu'en fait, nous sommes tous en permanence interconnectés, on l'a tous oublié. On pense que nos corps physiques, limitent le partage de l'information et de la connaissance, sauf qu'en fait, c'est faux. On sent les autres, on a des intuitions qui sont très fortes, il y a des synchronicités qui se produisent. En fait, si on apprend à écouter ce qui se passe autour de nous et en nous, on découvre qu'en fait, la spiritualité, c'est une interaction permanente entre ce qui se voit et ne se voit pas. Voilà, une définition comme une autre, hein, mais tu sens aussi qu'en fait, il y a des interconnexions aussi avec les animaux, que tout dans l'univers est connecté, les uns avec les autres. J'aime pas le terme connecté, j'ai pas réussi à en trouver un qui soit beaucoup plus juste, mais voilà, mais là, en fait, c'est un état permanent. Tu sais, on parle aussi parfois de spiritualité, c'est se reconnecter à ce que l'on est. Mais en fait, non, c'est là en permanence. C'est au fond de nous et en fait, notre conditionnement, notre éducation, nos peurs et cetera, font qu'en fait, on n'a pas accès à cette part de nous qui est là, intrinsèquement. Si tu prends l'exemple de la paix, par exemple, on on entend certaines personnes dire qu'on la cherche, mais non, elle est là.
Mais en fait, c'est juste qu'elle est cachée, sous notre anxiété, notre rythme de vie et cetera et que quand on arrive Mmh. à y accéder, ça devient un état, c'est plus un moment fugace, volé au temps comme on peut y arriver par moment. C'est pour ça que je ne parle pas, de développement personnel, moi je parle de développement impersonnel dans mon travail. Mmh. D'accord. Et justement, parlant de ton travail, est-ce que tu fais intervenir, ces capacités dans tes accompagnements? Bah, j'ai pas le choix, elles font partie intrinsèquement de moi. Simplement j'ai un deal avec moi-même. Je ne sens, je ne vois que ce que l'autre a besoin, que je perçoive pour pouvoir l'aider sur son chemin. D'accord. Je veux pas accéder, à d'autres informations qui ne me regardent absolument pas. Mmh mh. Donc oui, oui, je sens les autres, je sens qu'il y a quand il y a des larmes à l'intérieur, mais qu'ils sont en train d'essayer de se contrôler face à moi, pour ne pas les exprimer. Je sens des attentes qu'ils peuvent avoir, dans leur vie, mais qu'ils n'osent pas exprimer ou qu'ils n'ont pas conscientisé. Donc je les aide à accéder à ces informations-là. Je leur dis pas forcément ce que je sens parce que, je suis pas une consultante. Le coaching a pour objet d'aider les gens à prendre conscience des choses par eux-mêmes parce que c'est là qu'il y a la véritable puissance pour qu'ils puissent derrière trouver les solutions qui leur correspondent. Non, ça devient de l'information. Mmh. Justement, au début, en fait, de ma présentation, j'ai dit que tu étais, spécialisée en deep coaching. Qu'est-ce que c'est que le deep coaching? En fait, c'est on vient pas me voir parce qu'on veut travailler sur soi en surface. On vient vraiment parce qu'on veut savoir ce qui se passe à l'intérieur. Généralement, et ça se fait tout seul, tu vois? Les gens viennent me voir quand ils ont essayé déjà pas mal de techniques, mais qu'en fait, ils ont pas réussi à solutionner leurs problèmes. Mmh mh. Des exemples, des gens qui veulent apprendre à gérer leur temps et leurs priorités, ils ont la tête bien faite, donc ils devraient, réussir à le faire avec les outils ils ont appris, mais non, ça fonctionne pas. Donc on vient me voir et en fait, c'est parce qu'en fait, il y a des mécanismes inconscients qui se mettent en route et qui font en sorte qu'ils n'y arrivent pas pour telle ou telle raison, je dois satisfaire à l'exigence d'être un incapable de gérer mon temps, j'en sais rien, tu vois? Il y a plein de possibilités, moi j'avais une cliente, je me rappelle très, très bien qu'elle, n'arrivait pas à gérer son temps parce qu'elle devait absolument plaire à ses clients. Donc en fait, elle ne savait jamais leur dire non. Ouais. Donc finalement, elle gérait pas son temps et en fait, elle sacrifiait sa famille Mmh. au final, alors qu'en fait, elle se sentait profondément coupable de sacrifier sa famille, elle ne savait pas comment procéder. Mmh mh. Des gens, qui souffrent aussi viennent me voir, parce qu'ils ont essayé avec, des psys et ça fonctionne pas forcément donc ben, je vois avec eux comment est-ce que je peux, les aider. Puis certains, je les invite à aller revoir un psy parce que faut faire attention aussi à ce que l'on fait. Mais oui, on vient me voir quand, on a déjà essayé des trucs et que ça vient pas et que ça soit des professionnels ou des particuliers. Il y a un monsieur qui est venu me voir un jour pour me demander de l'aider, parce dans son entreprise, il arrivait pas du tout à travailler avec un de ses collègues. Dès qu'il le voyait, il avait le poil qui se hérissait et il n'arrivait pas à l'expliquer, mais il comprenait parfaitement que c'était lié à son histoire personnelle. Et là, effectivement, là, c'est complètement mon domaine. Mmh. Et alors, j'ai parlé aussi de ton podcast qui est La Voix du Monfoutisme. Pourquoi ce titre? C'est venu pendant une méditation. Et j'ai su tout de suite que c'était pour le podcast. Moi, j'ai appris à écouter ces informations qui viennent à moi et tout de suite après, j'ai dit: «Bon, OK, mais c'est quoi le slogan?» et c'est venu tout de suite: «Invitation à la souveraineté intérieure». J'ai pas d'explication rationnelle à te donner, Florentine. Ça parle de moi intrinsèquement, c'est clair. La voix, bah, c'est la notion de spiritualité parce que tous mes actes aujourd'hui sont, connotés de spiritualité. Il y a que ça pour moi qui a de l'importance. Mais la vie, ce qu'on fait au quotidien a de l'importance dans cette notion de spiritualité. Ça parle aussi de ce que moi j'ai dû libérer. Être une m'en foutiste, ça veut pas dire ne se désintéresser, ça veut dire être dans la légèreté, dans le lâcher prise, arrêter de s'attacher à des choses qui n'ont pas d'importance. Et ça, moi, j'ai eu un gros, gros travail à faire là-dessus. Ce titre me va très bien et puis en même temps parce que j'ai un côté décalé, Florentine. Je me permets un franc-parler et j'aime D'accord. m'amuser, j'aime OK. rire et m'en foutiste, c'est décalé par rapport à ce qu'on peut, entendre en général donc c'était parfait. Et c'est décalé par rapport au perfectionnisme aussi.
Parce que le perfectionniste, il est pas drôle. Donc heureusement, pour compenser, il y a ce côté décalé. Ça, c'est magnifique. C'est un bel équilibre. L'uni- L'univers a le sens de l'humour, puisque ça m'a été soufflé. Alors, pour boucler la boucle, en fait, pour revenir au coaching du cœur, qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire, en fait? Alors, les coachings du cœur, c'est parce que tu vois, on a toujours cette espèce d'ambivalence parce qu'on a besoin de gagner notre vie. Donc, on est obligé d'avoir une tarification qui corresponde à nos besoins. Et la question existentielle permanente est comment je fais pour aider ceux qui ont moins de moyens dans ces conditions? Et moi, je n'avais pas la réponse à cette question. Et c'est Rémi Jourdan qui m'a parlé des coachings du cœur. Donc moi, je me suis jetée dessus directement parce que ça permet de résoudre cette question. Je pense que c'est important. En plus, cette notion de solidarité, pour moi, elle est encore plus importante aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Et puis, je trouve que c'est D'accord. une bonne chose de pouvoir donner sans rien attendre en retour. Et puis, il y a une dernière chose qui me plaît au coaching du cœur, parce que depuis 2020, le nombre de coachs a littéralement explosé. Des gens qui ne sont pas forcément formés, des gens qui, comment dire, n'ont pas pratiqué forcément l'introspection. Alors, il y a forcément des gens qui n'ont pas été formés, qui font du bon boulot, hein. On ne peut pas non plus faire des généralités. Mais au coaching du cœur, il y a cette valeur de proposer l'accès à l'adhésion qu'il y a des gens qui ont un minimum de formation, donc la formation d'1 an pour devenir coach professionnel, qui est un titre reconnu par le ministère du Travail, qui est une certification. Donc, ça induit une forme de sérieux, même si on sait bien que dans toutes les professions, il y a pas forcément que des gens compétents, il y a de tout. On est d'accord. Même hyper diplômé, certifié, tout ce qu'on veut. Tout à fait. Voilà. Mais bon, c'est un minimum de gage et ça me semblait une bonne, un bon point de départ aussi vis-à-vis de l'association. On arrive tout doucement à la fin de cette interview et j'ai une dernière question à te poser. Alors, je sais que tu m'as dit que Dieu, pour toi, voilà, c'était une croyance, mais j'aimerais quand même te poser cette question. De quoi, pardon, mais j'aimerais quand même te poser cette question. De quoi aimerais-tu parler avec Dieu quand tu iras au paradis? D'accord. Alors, je vais reformuler pour que ça ressemble plus à mon système de croyance. Bien sûr. De quoi est-ce que je voudrais parler avec les esprits évolués dans l'astral? De là où on va, c'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le but de l'existence? Où est-ce qu'on va? Tout simplement. Je vois pas autre chose à demander. D'accord. Ok, ce sera tes questions et ton sujet de conversation avec eux. Oui, il y a ça et puis comment moi je peux continuer à évoluer? Il y a aussi ça parce qu'on vient ici pour évoluer dans cette dimension, mais là de l'autre côté, on est aussi en train de travailler sur nous pour grandir. Il y a, je ne peux pas, m'empêcher de croire qu'il y a un projet global. Et Hmm. où est-ce qu'on va? Pourquoi est-ce qu'on on travaille sur nous comme ça en permanence? C'est quoi le but de la manœuvre? J'ai pas la réponse, bien évidemment, parce que je pense qu'elle en fait, elle est bien au-delà de mes capacités de compréhension. Je pense qu'en fait, on peut commencer à le comprendre lorsqu'on arrête de s'incarner dans cette dimension ou dans une autre et que l'on, comment dire, on devient alors capable de percevoir des choses qui dépassent notre entendement humain ou extraterrestre va savoir. Hmm. Et ça, j'avoue que si j'étais une petite souris, je serais curieuse d'aller voir. Pas trop vite. Écoute, encore un grand merci pour ce bel échange, Christelle. Et puis, à très bientôt. Merci Florentine, je suis très surprise par la nature des questions que tu m'as posées et c'était un véritable régal. Merci à toi. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.